spécial débat, mesdames et messieurs, spécial débat d'aujourd'hui est totalement économique parce que l'économie est le soubassement d'une nation. C'est vrai que la justice élève une nation, mais l'économie, pour moi, est le soubassement d'une nation. Et pour parler économie aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un confrère qui est journaliste, mais vraiment très spécialisé dans le domaine économique. Bonne année, Willy Kalengai. Bonne année, Madame Paulette. Merci, je vous précise. Il est de ma promotion. Hein. On était dans la même classe à l'EFASIC, 18e promotion. Willy Kalengai, l'économie congolaise aujourd'hui, 60 ans après les indépendances de l'Afrique, on a l'impression qu'on a gardé le même système. Les Belges ont été ici, ils produisaient, mais c'était pour eux, en fait. Et nous, on a l'impression qu'on a gardé le même système. Nous produisons, mais toujours pour les autres. Oui, Paulette Kimontou, merci de m'inviter à ce débat. L'économie de notre pays, il ne faut pas seulement il ne faut pas faire une à partir de 60, sinon on se perd. Okay. Il faut remonter à 1885. Cette économie est née à la création de l'État indépendant du Congo. Conférence de Berlin. Conférence de Berlin, quand on décide de mettre en place un espace de droit, un espace d'exploitation dans les bassins du Congo. Les puissants de l'époque ont déjà à peu près fait quelques explorations. Ils savent qu'ils ont trouvé l'Eldorado. Stanley, les autres. Oui, les autres, ils ont trouvé l'Eldorado parce que les explorations qui avaient été faites, financées par les rois belges à l'époque, ont permis d'une certaine manière de se rendre compte qu'il y avait dans cet espace quelque chose de prodigieux. Alors, comme un seul pays ne pouvait pas exploiter, ils se sont mis en place ensemble pour pouvoir permettre l'accès libre à cet espace, en disant il n'y a pas quelqu'un à qui ça appartient. Les rois belges étaient le gardien d'un jardin qui appartenait, ce qu'on peut appeler, aux puissances de l'époque. Mais comme il était venu, il n'avait pas ça des moyens, c'était donc les premières années, c'était une exploitation de liberté totale. Où on coupait les mains, des histoires, toutes ces histoires. Ça, c'était un peu avant. C'est-à-dire qu'au début, on n'a pas commencé comme ça. Au début, quand vous allez dans les livres d'histoire, on va vous dire qu'au début, il y avait la quête, il y avait tout ici. On pouvait tout ramasser, les bois, les fruits, etc. et tout ça. Et les capitalistes sont arrivés les premiers, ont commencé à faire un capitalisme total. Au point que l'État indépendant du Congo, le roi belge est intervenu autour de 2-3 ans après pour faire l'interventionnisme belge. En disant non, on ne va pas laisser simplement aux capitalistes de prendre, l'État va aussi faire l'exploitation. Et on a installé dans ce pays les conditions d'un travail forcé. À partir du moment où on avait repéré, à l'époque, dans le monde, il y avait la révolution industrielle, dont l'automobile venait d'être mise en place. Il fallait donc donner les caoutchoucs. Les caoutchoucs, ça prend du temps. Les caoutchoucs, c'est une exploitation élevée, une exploitation importante. On a donc commencé l'exploitation forcée. Ça signifie que la structure de notre économie, c'était une économie fondamentalement extravertie. On a donc brisé l'économie des substances qui était là avant. Parce qu'il y avait les royaumes ici qui fonctionnaient, qui échangeaient. On produisait les biens, on ne détruisait pas les réserves. On avait des zones d'exploitation et des zones de non-exploitation. Dans les différents royaumes de notre pays, les gens fonctionnaient, il y avait la prospérité. Mais quand on a brisé cela, évidemment, on a commencé à prendre les gens dans les villages pour les amener dans des endroits où il y avait des plantations. Des déplacements forcés. Forcés des populations. Et c'est ainsi que les gens totalement déracinés, c'est donc une des premières caractéristiques du travail au Congo. Le travail au Congo se faisait par déracinement. Ça signifie qu'on vous déracine de vos sources, de votre culture, de votre mode de vie, et on vous mettait dans des conditions d'exploitation forcées. Ce qui fait que la plupart des gens fuyaient, certaines tribus n'acceptaient pas ça, il y a eu même des révoltes, parce que les gens ne pouvaient pas vivre dans des milieux où ils n'étaient pas en harmonie avec leur propre mal. Et en plus, il n'y avait pas de femmes. Évidemment, c'est tout ça. C'est tout ça, ça joue. Ce qui fait que, ça c'est la première chose qu'il faut connaître, c'est que nous sommes dans un pays à exploitation d'abord agricole, et puis vers les années 1901-2, on fait la deuxième plus grande découverte, c'est que les géologues Cornet
rend à Léopold II les conclusions de son enquête, il se rend compte qu'il y a des minéraux dans le Katanga. Dans le Katanga, il y a des minéraux, on découvre le cuivre, on découvre d'autres minéraux, et une exploitation commence encore plus grave, parce qu'il faut maintenant prendre des gens de toutes les provinces, les main-d'œuvre qualifiée. C'est comme ça qu'on va connaître des mouvements de population, des gens vont quitter leur province. Et comme ils étaient aussi dans Urundi, Burundi, on a pris aussi des étrangers qui sont venus pour exploiter les mines. Vous voyez que les Congolais ne sont pas des acteurs de l'économie, ce sont plutôt des appuis dans cette économie. Alors quand on comprend cela, c'était une économie prospère parce elle prospérait sur les sang, elle prospérait sur l'oppression, mais les biens matériels augmentaient. Mais la vie de la communauté, la conscience collective, elle diminuait. Est-ce que le Congolais était-il malheureux, Willy Kalinga? Puisque nos pères de fois, ils préféreraient l'époque des Flamands, comme ils disent, que oui, mais dans la plus grande précarité, on peut dire certaines choses. Mais comment expliquer la révolte de Batetela? Comment expliquer la résistance de Moussiri? Comment expliquer la prise de parole de Simon Kimbangu? Comment expliquer ce que Paul Panda Farnana avait écrit? Donc, non, ça dit qu'aucune société ne peut développer sur les refus de liberté. C'est qu'il y avait effectivement une exploitation matérielle, il y avait une avancée, les Blancs ont amené des médicaments, ils ont amené un certain confort, mais c'était un confort qui était déstructurant, ça tuait notre société. La preuve, la première chose que nous avons fait, quand nous avons eu l'occasion, c'était de nous rebeller un tout petit peu. Il est aussi vrai que les maladies endémiques ont été quand même un peu... ont reculé. Notre économie... Et même partie complètement. Hein, certaines maladies. Oui. Notre économie, d'abord la première partie dont je viens de parler, il y avait une très grande croissance, jusqu'à ce qu'on a, avec la Deuxième Guerre mondiale, on a encore connu une grande avancée, parce que comme l'Europe ne veut pas nous fournir, c'est qu'il était question maintenant de mettre en place des industries ici pour pouvoir permettre à l'Europe même d'être alimentée. On a donc mis plusieurs entreprises ici sur place pour permettre à l'Europe, qui était en guerre, de ne pas connaître des ruptures de stock. Notre PIB a augmenté, nous avons atteint donc un niveau où c'était comme appréciable. Comme le Canada et comme la Corée du Sud à l'époque. Mais c'est une économie, comme je l'ai dit, c'est une économie qui était assise sur des refus majeurs de progrès. La communauté noire, les Congolais eux-mêmes, ne pouvaient pas progresser jusqu'à un certain niveau. Il y avait donc ces systèmes d'évoluer. On vous mettait dans des camps, on vous désignait. En réalité, ce n'était pas un développement, c'était une forme d'européanisation. Vous devez devenir comme des Blancs. Ça, ce n'est pas le développement. Pour développer une sémence, elle doit se développer selon son genre et sa nature. Et nous sommes des Congolais, nous sommes des Bantous, nous avons notre vision du monde. Ce n'est pas en devenant comme des Blancs qu'on nous développe. Aujourd'hui, on a eu l'indépendance. Cette vision bantou dont vous parlez, Willy Kalinga, comment on ne parvient toujours pas à le mettre en pratique? Je prends la Chine. La Chine aujourd'hui, c'est la Chine. C'est pratiquement la première puissance du monde. Comment la Chine a pu s'en sortir? Parce que je connais qu'à l'époque, il y avait la famine, il y avait tout ça. Mao Tse-tung est venu, il a fait la révolution culturelle et tout ça. Comment la Chine aujourd'hui est la première puissance et l'Afrique en général, nous ne parvenons pas à décoller? Parce que nous n'avons pas mis en pratique notre propre vision des choses. D'abord, il y a ça, mais il faut dire aussi qu'une des maladies non encore soignées de l'économie congolaise, mais aussi de l'économie africaine, c'est la corruption. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ça. La corruption est le plus grand frein à l'émergence de l'Afrique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, justement, à cause justement de la corruption, les très grands projets africains n'ont pas pu décoller parce que les Africains eux-mêmes ont mis en place un système qui détruit leur propre progrès. Depuis 60, nous avons connu des étapes ici. Bon, évidemment, nous prenons l'indépendance dans une période compliquée parce que nous n'avons pas été à la table ronde économique. Les Congolais, on leur a vanté effectivement la liberté, mais on ne leur a pas donné les moyens, les rênes du pouvoir. Les rênes du pouvoir économique surtout. Et les jours où il y a une indépendance, effectivement, plus de 5000 entreprises belges qui étaient ici ont transféré leurs avoirs en Belgique.
nous n'avons pratiquement rien eu ici. Et les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'entreprises qui étaient ici, mais leurs avoirs et tout ça sont restés en Belgique. Vous connaissez les contentieux belgo-congolais. Jusqu'à aujourd'hui. Mais aux Aïwa, c'est justement le fond de cette caisse-là. Nous n'avions donc pas développé une culture économique basée sur notre propre vision du monde, parce que la plupart des économistes vont venir au Congo, c'est un peu plus tard, après avec les théories américaines, avec la vision des États-Unis, de la France. Les Américains viennent, et les Français, les Européens, les Belges, nous ont laissé pratiquement les b.a.-ba d'une économie. Elle était prospère parce qu'il y avait des réserves, parce qu'il y avait quand même, ils ont quand même laissé quelque chose comme des infrastructures. Mais ils ne pouvaient pas être prospères parce qu'elle obéissait à une économie d'exportation. Nous devions, pour survivre, continuer à dépendre de la demande. La demande était européenne, occidentale. L'offre devait redevenir congolaise. Même si vous ne voulez pas, vous devez toujours vendre. Parce que nous vendions quoi? Nous vendions le cuivre. Mais le cuivre, nous le vendions à qui? Aux Belges. Aux Belges. Et aux Américains. Nous vendions ça à l'industrie mondiale. Donc, à partir du moment où c'est l'industrie mondiale qui demande ce dont nous avons besoin, et ils ont même réussi à imposer les prix de nos marchandises. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de transformer ça pour notre propre économie? Est-ce que nous n'avons pas besoin de ces produits transformés pour... On en a besoin, et d'ailleurs les tentatives ont eu lieu. Mobutu à l'époque, parce que nous raffinions notre cuivre à 90%, 98%. C'était à Hoboken, en Belgique. Ça allait en Belgique pour avoir le pourcentage suivant. Et ça garantissait autour de 8 000 emplois en Belgique. Le maréchal Mobutu décide en 1997 en disant voilà, nous allons mettre en place une usine qui va raffiner totalement le cuivre zaïrois. Cette usine s'appelait le P2. C'est une usine qui a été commandée à la France. Vous voyez, la France et la Belgique, ils sont voisins, mais pas forcément toujours dans nos intérêts. C'est comme nous avec le Congo, d'en face. L'usine a été construite à Kolwezi, dans la cité de Lulou. L'usine devait être inaugurée au mois de juin 1978. Mais je vous dis qu'avant qu'on arrive au mois de juin, au mois de mai, il y a eu la guerre. Il y a eu la guerre. C'est une guerre qui était totalement télécommandée pour empêcher cette usine de fonctionner. Tout simplement. Simplement. Donc on donne raison aux Maliens aujourd'hui, dire que les Européens ne veulent pas que l'Afrique... Et cette guerre, on a instrumentalisé ce qu'on a appelé les Katangais, les ex-Katangais qui étaient en Angola, Domboum Nathanaël, on leur a dit, écoutez, attaquez, allez faire Mobutu, mais en fait, c'était pour saboter ce grand projet. Évidemment, le projet s'est arrêté. Évidemment, Mobutu a été obligé maintenant de renégocier. Donc, les tentatives pour pouvoir reprendre l'économie en main ont eu lieu. Souvenez-vous, la plus grande des décisions de Mobutu, ça a été la nationalisation de la Gécamine. Il a dit que la Gécamine deviendra désormais propriété zaïroise. Société minière du Haut-Katanga. À l'époque, la Gécamine était l'union minière du Haut-Katanga. L'union minière du Mobutu va décider en disant nous allons nationaliser. Donc l'État redevient le propriétaire exclusif de cette. Ça a eu des problèmes aussi. Donc les décisions congolaises de reprendre l'économie en main ont eu lieu. Quand bien nous avions récupéré un certain nombre de plans, des pans de notre économie, malheureusement, je vous ai dit, la prédation, la corruption et la corruption sont venues faiblir notre vision. Alors, notre économie est allée jusqu'à sa mort certaine, parce que quand nous arrivons vers les années 80, Mobutu essaie de faire ce qu'on appelait les plans 80, ça n'a pas marché. Nous avons connu une des plus grandes inflations dans le pays, même une déflation. Nous avons atteint les niveaux où l'économie était devenue, où l'État était devenu un État failli. Donc on n'avait plus rien. La Banque mondiale, les Fonds monétaires internationaux nous ont coupé tous les vivres. De 93 jusqu'à 97-18, notre économie était pratiquement morte. Nous reprenons un tout petit peu cette économie, c'est autour de 2000, 2001, 2002. Quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, il renoue les dialogues avec la communauté internationale. Alors, nos minéraux ne peuvent pas être exploités. Pourquoi? Parce que la Gécamine est en faillite. Elle est devenue... Elle ne peut pas avoir des fonds. Vous avez pris une entreprise, vous dites qu'elle est la vôtre, mais elle a des dettes. Pour pouvoir payer ses dettes, il faut qu'elle cherche l'argent à l'extérieur. Mais la Gécamine est insolvable. Donc, il ne peut pas aller chercher des moyens à l'extérieur. On fait des joint ventures, c'est ça? C'est comme ça que l'on va trouver la mise en place du code minier en 2002.
en disant, bon, écoutez, comme vous ne pouvez pas vous avoir des moyens, nous avons des moyens, alors acceptez que nous rentrions dans la... Acceptez que nous rentrions. Et en 2002, on fait le code minier qui, fondamentalement, en ce qui me concerne moi, ça permet certes le retour de ce terre minier, mais c'est quand même un recul sur la souveraineté, la puissante souveraineté du Congo sur ses ressources. Parce que le code minier va influencer l'écriture de la Constitution. Parce que la Constitution va être écrite en 2003-2004, le code 2002. En 2005, quand vous lisez la Constitution, on va vous dire que le Congo n'est pas... La loi Bakashika, elle est tombée. Le sol et le sous-sol n'appartiennent plus à l'État? Non, rien du tout. Aujourd'hui, dans la Constitution, il est écrit le Congo exerce sa souveraineté sur le sol et le sous-sol. Exercer sa souveraineté ne signifie pas être propriétaire. C'est comme ça qu'aujourd'hui... Quelle nuance? Je ne comprends pas très bien la nuance. Oui, bien sûr. Quand on exerce sa souveraineté, donc, il est propriétaire, non? Non, vous êtes souverain parce que... Vous êtes indépendant, le souverain belge n'est pas le patron des Belges, vous comprenez? Oui, je vois la nuance. Voilà, la nuance est là. Okay. Ça signifie qu'en réalité, aujourd'hui, quand quelqu'un a fait une joint venture avec la Gécamine et qu'il a un gisement, tout ce qu'il trouve dans les gisements, c'est à lui. Et l'État ne se retrouve... L'État ne se retrouve que dans la proportion, soit du pourcentage qu'il a, soit des taxes et impôts. Wow. C'est comme ça que, quand la Gécamine produisait elle-même pour l'État, et qu'elle avait... Elle c'était le poumon économique du... Oui, elle faisait entrer 1 milliard par an. Et la Gécamine a atteint 450 000 tonnes de cuivre en 89, et elle faisait entrer à l'État 1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de cuivre. La tonne? Bien sûr, non, ça dit de la production nationale. La production nationale par an. On atteint les 2 millions de tonnes. Mais on ne sent pas ça. Bien sûr, parce que... Ça ne nous appartient pas, ce n'est pas à vous. Mais, Willy Kalenge, nous réfléchissons. À part, quand nous grandissions, on était aussi une force agricole, comme vous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, nous sommes souverains, nous sommes indépendants, est-ce qu'on ne peut pas laisser un peu de côté les mines et faire revivre l'agriculture, faire revivre d'autres secteurs? Parce que j'ai l'impression que nous sommes esclaves de nos mines. On nous parle tout le temps qu'on a tout, mais on ne sent pas. Alors faisons peut-être, réfléchissons autrement. Bon. Mettons en valeur d'autres secteurs que les mines. Vous savez, il ne faut pas minimiser les dons de la nature. Malheureusement, les mines sont mal gérées. Ça signifie que la manne minière est mal gérée au point que d'autres parlent de la malédiction des ressources naturelles. Moi, je dis vraiment que c'est une malédiction pour nous. Non, c'est parce que justement, nous n'avons pas encore développé une politique minière qui soit suffisamment aguerrie, puissante et qui tienne compte des opportunités. L'agriculture, nous étions parmi les pays presque à revenus intermédiaires grâce à l'agriculture. Premier producteur de ça, nous avions effectivement cela, oui, bien sûr. Tout ça, on avait tout ça. Mais si vous avez développé l'agriculture, vous développez en réalité la liberté. L'agriculture, c'est l'acte par excellence de la liberté. Parce que vous produisez ce que vous mangez. Exactement. Ainsi, vous ne dépendez pas beaucoup de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu que nous sommes parmi les pays à fort risque de... Comment on appelle ça? De famine. C'est incroyable. On parle de 27 millions. Oui, 27 millions. Aujourd'hui, les Congolais produisent ce qu'ils ne mangent pas. Nous produisons le cuivre, le coltan. Mais nous ne mangeons pas. Nous ne mangeons pas ça. Et nous importons ce dont nous avons besoin pour manger. Nous importons tout. Mais c'est un combat, ce n'est pas quelque chose qui a été fait de manière volontaire simplement. C'est de la géostratégie. Pour que le Congo ne se développe pas, il faut qu'il soit dépendant des importations. Pour que le Congo ne se développe pas, il faut que l'État congolais fasse l'erreur de croire qu'il ne peut avoir des ressources que dans les ressources douanières. Vous voyez? Ah, oui. Oui, aujourd'hui, quand on parle de la DGI, de la DGRA, de tout ça, on ne parle que des ressources qui viennent de l'extérieur à l'importation. Ceux qui importent les biens de première nécessité, qui importent les intrants, c'est eux, c'est la douane, voilà. Donc, quand l'État, à partir du moment où les ressources du pays, surtout le budget du pays, est constitué d'abord des importations, des taxes à l'importation, cet État devient faible. Nous devons donc, vous avez raison, l'agriculture, elle a été déstructurée.
Qui a déstructuré? Nous-mêmes? Mais non, mais la politique autres? internationale. Vous ne pouvez pas faire autrement. Regardez, les producteurs congolais. Nous mettons trop aussi l'importance à cette force internationale. Nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables de notre propre destruction. Non, vous savez, quand même. en économie, quand vous regardez les forces en présence, les forces de production, il n'y a pas de nationalité, des forces de production. Vous avez ceux qui ont des moyens, vous avez ceux qui ont des ressources. Maintenant, vous avez aussi les opportunités. Ceux qui ont des moyens viennent vers ceux qui ont des ressources pour pouvoir se joindre afin de produire ensemble. L'agriculture au Congo, elle a été florissante, mais regardez, dans notre budget, nous avons désinvesti dans le monde de l'agriculture. Ça fait déjà une vingtaine d'années que la portion qui est réservée à l'agriculture est très très mince, et les efforts qui ont été faits, regardez Bukangalonzo, etc., tout ça, les efforts ont été mis en place pour que nous revenions à l'agriculture, mais il est difficile de faire l'agriculture sans penser à l'agro-business. Il faut les industries de transformation. Les Congolais produisent, les Congolais ont... Notre terre est fertile. Nous avons 80 millions d'hectares de terre fertile. Mais on ne parvient même pas à transformer. Il faut transformer, il faut conserver, il faut industrialiser. Et le plus grand problème, ça a été cette industrialisation qu'on n'a pas eue. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international ne nous ont pas bien conseillés pour que nous puissions nous doter d'une industrie agricole. Regardez, nous étions dans ce pays le réservoir scientifique de l'expérimentation des semences. Nous avions Yangambi, nous avions Ngandajika, nous avions Inera, nous avions donc aujourd'hui... Ils sont où là maintenant? Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, le premier producteur de l'huile de palme, c'est la Malaisie. Mais la Malaisie, son huile de les plantes souches venaient de chez nous. Ouais. Les cacao, la même chose. Ça signifie que dans un pays, la discontinuité politique, donc les changements politiques, ne doivent pas influer sur les grandes divisions économiques. Parce que pour transformer un État, il faut un plan stratégique de développement. Et ce plan stratégique doit aller au moins minimum 50 ans. Vous ne faites que la même chose, vous devenez expert dans le domaine, vous vous battez, quel que soit celui qui vient au pouvoir, il ne touche pas... Ça manque. C'est ce qui nous manque. Il ne touche pas les fondamentaux. Il fallait qu'il y ait un plan général. Quand vous regardez la Corée aujourd'hui, la Corée s'est développée sur une vision qu'on appelle le Semaul Undong. C'est une vision coréenne. Les Coréens étaient aussi pauvres que nous. Ah oui, dans les années 50. Mais ils se sont dit, nous prenons... Pour développer la Corée, il faut développer les villages. Donc, ce que vous voulez que les pays se développent, commencez par les mettre dans les villages. Et dans les villages, vous avez quoi? Vous devez d'abord travailler sur les sources d'eau. Vous travaillez sur les sources d'énergie. Vous travaillez sur l'habitat et la santé. Ainsi, vous allez voir qu'en moins de 20 ans, tous ceux qui venaient à la tête de la Corée ne peuvent pas changer cette vision-là. Alors, au point qu'on ne sait pas s'il y a où est le village, où est la ville. Les Coréens ont travaillé cette vision, et elle a même tenté d'être importée un peu ici, mais ça n'a pas marché. Il faut développer. Ils ont pris ça, et évidemment, quand le village, lui, il peut se développer, ça signifie les villageois produisent ce dont ils ont besoin pour manger, les villageois produisent les sources d'eau. Si vous avez 100 villages, eh bien, 100 villages, c'est une province qui se développe. Je crois que la théorie qui a été mise en place, le programme de 145 territoires, va un peu dans ce sens-là. Parce que, comme je vous ai dit que nous étions un territoire où le travail se faisait par déracinement, vous voyez, on déracinait les gens de leur terroir, on les mettait dans des usines pour travailler et ils n'avaient pas la capacité même de se développer. La plupart des gens qui avaient de l'argent, quand on les paye ici, ils vont à Matongé pour boire. Vous voyez, ils ne pensent pas, par exemple, à Massimanimba chez eux, ils ne pensent pas à Mbujimaï. Certains ont fait même ici à Kinshasa, 20 ans, 30 ans, ils ne sont jamais rentrés chez eux. Exactement. C'est ça qu'on appelle les conséquences du déracinement. Et les Coréens ont pensé à faire le contraire. J'ai vu aussi le ministre de l'Aménagement du territoire qui a mis en place ce qu'on appelle le programme REVIT. Ça signifie penser à nos villages, penser à rentrer chez nous. Parce que si le travail, nous réapproprions le travail grâce à un autre enracinement mental et psychologique, alors nous allons trouver les filons pour nous développer. Parce qu'aujourd'hui, regardez, si le président est parti, il est parti au Kasaï,
avec une quarantaine, cinquantaine, centaine de conseillers, de notables. Mais beaucoup ont dormi dans des véhicules. Ah oui, c'est quand même impensable. Hein? Il n'y a pas d'endroit pour... Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a même pas de maison pour eux-mêmes. Et la plupart sont des ressortissants de ce coin-là. Vous voyez, donc, regardez bien ce que je viens de dire, c'est que si on fait attention à ce que nous disons, nous devons comprendre la source de beaucoup de choses. Un arbre, pour qu'il puisse croître et donner des fruits, il doit rester d'abord dans le sol pendant un temps. Vous mettez un manguier, si vous le déplacez chaque année, il ne donnera pas. L'économie, c'est aussi la même chose. Si nous décidons d'une option, il faut aller jusqu'au bout de l'option. Par contre, notre pays a levé beaucoup d'options, mais c'était provisoire. Qui changeait à chaque changement de régime, on reprenait. Donc nous sommes quand même un peuple capable de faire une grande production. Quand vous regardez aujourd'hui, nous avons une économie résiliente. Pourquoi? Parce que les Congolais, grâce à Dieu, ce n'est pas grâce à la nature, notre mode de vie est resté quand même un peu authentique. Ce que nous mangeons, concrètement, réellement, c'est ce que nous avons trouvé chez nous ici. Les Congolais mangent les produits congolais. À moins qu'ils soient un peu snob et qu'ils veuillent aller de l'avant. Pourquoi on n'a pas connu la famine en 91, 93? On a pillé tous les magasins. On a pillé, mais les gens sont restés parce qu'ils mangeaient le matembele. On n'a pas pillé le matembele. C'était différent en Afrique du Sud. Voilà. Après le pillage, voilà. On n'a pas pillé le matembele, on n'a pas pillé la rivière. Les pondous est toujours là-bas. On n'a pas pillé la chikwang. Vous voyez, notre mode de vie nous sauve un tout petit peu. Mais nous sommes menacés aujourd'hui. 27 millions de Congolais sont menacés de famine parce que nous ne produisons pas. La guerre, les déplacements des populations, les mines qu'on a installées dans plusieurs champs, une grande partie de la production vient quand même de l'Est. Comme nous ne produisons pas et que les villageois sont totalement déplacés 2, 3, 4, 16 saisons, ça signifie que les saisons ne sont pas respectées, la production a baissé et les quantités ont augmenté des besoins. Voilà. Oui, Willy Kalengai, oui, c'est vrai que l'industrialisation aujourd'hui est un des facteurs, excusez-moi, pour le rebondissement de l'économie, mais ce qui nous empêche aussi, c'est l'énergie. C'est vrai que nous allons créer des industries, mais la source d'énergie pour faire fonctionner ces énergies, on n'en a pas, en fait. Nous avons des sources pour la production de l'énergie, mais comme toujours dans ce domaine-là, notre pensée est une pensée d'emprunt. On nous a fait croire que sans Inga, nous ne serons jamais électrifiés. On nous a vendu les mythes d'Inga, en disant voilà. Et pourtant, il fallait des petits oui, bien sûr, nous avons à peu près un potentiel hydrographique pour construire dans notre pays, selon la dernière carte que j'ai lue, 5000 barrages. 5000 barrages. 5000 barrages. On peut construire 5000 barrages aujourd'hui. Et à des coûts moindres. À des coûts moindres. Nous pouvons le faire parce que notre hydrologie est très, très, très riche. Nous avons la pluie toute l'année. Donc, s'il ne pleut pas au nord, il pleut au sud. Nous sommes comme ça un pays pourvu de potentiel extraordinaire, mais on nous a présenté un Congo dépendant de l'extérieur. On nous a présenté un Congo qui ne peut se développer sans l'intelligence d'importation. Mais très peu de Congolais connaissent leur pays. Et c'était même fait sciemment. Pendant de longues années, de longues décennies, une des choses qui coûtait les plus cher dans ce pays, c'était les billets d'avion. C'est pour que les Congolais ne connaissent pas leur pays. Certaines personnes n'ont pris l'avion que pour quitter Tikapa et venir à Kinshasa une fois. Et la famille s'est cotisée au village. Il est arrivé ici en 60. C'est fini, il n'est jamais plus rentré. Vous voyez, donc, parce que l'intégration nationale est faible, nous avons diminué aussi notre foi dans le pays. Ceux qui connaissent ce pays, surtout ceux qui l'étudient, les Blancs, les Occidentaux, connaissent la potentialité qu'il y a dans le pays. C'est comme ça qu'eux, ils aiment ce pays et ils tiennent à ce pays. Mais nous-mêmes, non. Non, nous, on nous a montré que c'était l'enfer, que la solution pour que vous puissiez vous sauver, c'est de fuir le pays. C'est pour ça qu'on a mis en place un système pour pouvoir déraciner les enfants. Quand on a déraciné nos parents du village vers le centre de production, nous, c'est du centre de production. Aujourd'hui, c'est vers l'extérieur. Donc, maintenant, on veut que les intelligences, les cerveaux quittent le pays parce qu'on leur a dit qu'il n'y a pas d'avenir.
Ces pays-là, c'est foutu, il n'y a plus rien qu'on puisse attendre. Mais c'est une idéologie qui est mise en place, qui est construite sur un schéma mental précis. Les médias occidentaux, les médias étrangers mettent en place les images les plus décourageantes du Congolais. Quand on parle du Congo, dans les autres grands médias que nous consommons, c'est le pays de la guerre, c'est le pays des viols, c'est le pays de tous les malheurs. Nous, on n'a pas non plus dit que c'est le pays qui absorbe plus de la moitié des effets à effet de serre dans le monde. C'est le pays qui donne une grande partie de l'air pur que le monde respire. C'est le pays de la tourbière. Vous voyez, on n'a pas dit ça aux gens. On n'a pas dit aux gens que nous avons 60% des réserves mondiales de cobalt. On n'a pas dit ça, que nous avons plus de 50% de lithium. Que l'économie mondiale, aujourd'hui, se construit sur 2 transitions. Nous avons une transition énergétique, ça signifie que nous partons de l'énergie fossile, les pétroles vers la pile électrique. Le Congo est la solution pour ça. Nous avons donc, dans notre pays, 60% de réserves du cobalt. Mais prenons l'exemple du Ghana qui a refusé carrément de vendre son cacao, vous le savez. La Côte d'Ivoire, même aujourd'hui, se lève pour dire stop. Est-ce que nous n'avons pas le courage de dire stop à un moment, stop, arrêtons, nous ne vendons pas et nous réfléchissons un peu comment faire. Nous avons tout ça, mais on est pauvre. L'Afrique ne peut pas continuer tout le temps à être la terre où on vient puiser et puis on s'en va et nous-mêmes nous restons là. Mais il faut transformer, il faut s'approprier notre propre économie par des politiques courageuses et surtout par l'unité de l'élite. Mais qui mettra cette politique-là en marche? L'unité de l'élite, c'est l'élite qui doit se mettre en marche. C'est l'élite, parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'élite est aussi paroissialisée. Donc, parce qu'il faut avoir le pouvoir dans le pays, parce qu'il faut avoir des contrôles. Eh bien, les colons d'aujourd'hui, qui sont en réalité plus fins, plus puissants que les colons d'hier, ont vendu à notre élite le marché selon lequel, avec mon soutien, vous pouvez dominer vos frères. Avec mon appui, vous pouvez exister. Mais ça passe. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe quand vous parlez du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont mis en place une industrie de transformation du cacao. Et ils produisent aujourd'hui leur propre chocolat. Vous avez chocolat. Après 50 ans, 60 ans, ils produisent. Vous avez le chocolat. Moi, j'ai visité la chambre de commerce à l'époque, la chambre de commerce de... D'ailleurs, à l'époque de Babo, c'est lui qui était le patron des chambres, même été arrêté un peu. Mais la chambre de commerce existe. Au Ghana, c'est la même chose. Ouais. Nous pouvons nous aussi faire des industries. Si nous avions des industries, nous avons un parc industriel extrêmement important. Ouais. Mais... Comme toute chose, il faut d'abord se décider, dépouiller le chemin de tout effet négatif de la corruption. Comme nous n'avons pas de moyens, ça signifie que nous aurons besoin des investisseurs. Mais pourquoi beaucoup ne viennent plus ici? Parce qu'ici, chez nous, aucun investissement ne se fait sans que les gens se dépouillent de leurs valeurs. Aujourd'hui, les multinationales... Oui, bien sûr. Beaucoup de multinationales sont cotées en bourse. Et les exigences éthiques sont extrêmement importantes. D'ailleurs, aujourd'hui, même pour la batterie ou la pile et tout ça, on se pose des questions sur la provenance de la matière. La traçabilité. Oui, est-ce que cette matière que nous fabriquons ici, est-ce qu'elle n'a pas été produite à l'origine par des enfants ou par la guerre? Il y a donc une pression mondiale pour une moralisation des affaires économiques. Nous n'avons pas ça. Chaque fois que quelqu'un vient ici pour pouvoir investir, il va rencontrer une armée de conseillers dans les gouvernements, de l'administration totalement polluée. Et ça décourage. Donc, le combat le plus important, vous savez, en Chine, si on attrape quelqu'un... Un fonctionnaire corrompu. Je connais la sanction déjà. C'est la peine de mort. C'est la peine de mort. Si c'est un étranger, c'est aussi la peine de mort. Mais les Chinois, ce qu'ils font, quand ils vous ont tué par balle, parce qu'ils vous tuent par balle, on vous exécute par balle, ils prennent une facture et les envoient à votre ambassade pour rembourser la balle. Ah? Oui. Ils n'ont pas les moyens d'exécuter vos mauvais citoyens. Donc rendez-nous l'argent que nous avons utilisé pour la balle. Wow. Des factures comme ça sont envoyées. Et je vois que notre ambassade en Chine... Ça a plein de factures. C'est quelque chose.
La corruption, c'est un mal terrible et ça détruit l'État. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on enjolive un peu trop les Chinois. C'est vrai qu'ils ont fait un effort possible. Mais ici, en RDC, on fustige un peu leur comportement, Willy Kalingay. J'ai vu Alain Foka, parmi ses derniers reportages, le fait qu'on ne parvenait pas à entrer dans un site des Chinois parce qu'ils s'est dit qu'ils sont chez eux. C'est vrai qu'on est souverain, mais on n'est pas propriétaire. Mais les Chinois ne se comportent pas comme des saints, hein, partout où ils sont. Leur comportement est répugnant. Dernièrement, je viens de voir qu'ils ont mis dans un cachot pendant plusieurs heures un Congolais. On lui a arraché son téléphone et tout ça. Et voilà, mais on fustige le comportement des Chinois. Hein. Ils ne sont pas des saints. Hein, non, mais dans le business, il n'y a pas de saints. Oh là là. Dans le business, il n'y a pas de saints. Et ce serait naïf de notre part de croire que la nationalité peut garantir les sérieux. Non, rien du tout. J'ai fait une interview il y a quelques années avec l'ambassadeur de Chine, pas celui qui est en place, c'est un autre qui vient de Paris. Il m'avait clairement bien dit qu'il faut distinguer les Chinois qui viennent pour la coopération et les Chinois qui viennent dans votre pays parce que c'est un Eldorado. Ils ont entendu parler du Congo, les pays où coule le miel, etc. et tout ça. Ils sont venus ici, ils ne sont pas dans la coopération. Ce sont des hommes d'affaires comme tous les autres hommes d'affaires qui viennent. Un peu véreux, quoi. Bien sûr, ils viennent dans tout, ils viennent. Mais comme nous n'avons été habitués aux Chinois que ceux qui venaient pour la coopération, regardez les Chinois qui ont construit le palais du peuple, ils habitaient les environs. On ne les voyait pratiquement jamais. Jamais. Les Chinois qui ont construit... D'ailleurs, c'était tout un mythe que les Chinois Voilà. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas, ceux qui ont construit le stade des martyrs. Parce que ce sont des Chinois qui étaient contrôlés par l'ambassade de Chine et qui venaient ici dans le cadre de la coopération. C'est des véritables diplomates. Mais les autres Chinois qui viennent, que vous rencontrez à Lungu, vous rencontrez à Chikapa. Même la vice-ministre de l'Environnement qui est allée les voir chez elle à Bassoko, là-bas. Alors, ce sont des hommes d'affaires qui entrent dans un pays où ils trouvent des opportunités et qui bénéficient des faiblesses du système pour pouvoir engranger des bénéfices. C'est notre faute à nous, c'est notre État, c'est notre administration. Si ces Chinois-là parviennent même à se transformer en police, face à nos propres compatriotes. Donc mais le principe majeur que moi je... Mais l'ambassade de Chine ne contrôle pas ces Chinois-là quand même? Non, non, c'est comme tous les Congolais qui vont ailleurs, en Afrique du Sud-Est, ils vont à notre ambassade. Non, non, rien du tout. Les Chinois, c'est quand même 1 milliard de gens. Il faut un effort. Il y a des Chinois ici qui ont fait beaucoup d'efforts pour se mutualiser. Il y a une association que je connais, d'ailleurs. Il y a même des Chinois qui sont bien cotés ici, notamment ceux qui ont repris les plus grandes mines. N'oubliez pas que les plus grandes mines du Congo sont entre les mains des Chinois. Tenke Fungurume, c'est entre les mains des Chinois. Les Chinois ont repris Tenke Fungurume aux Américains. Quand vous allez à Ivanhoe, donc, les plus gros gisements qui ont été découverts dans notre pays, c'est Ivanhoe, mais ce sont les Chinois qui sont dedans aussi. Donc, en fait, il y a à boire et à manger. Le plus grand contrat qui a été signé entre le Congo et la Chine, le contrat sino-congolais, infrastructure contre mine, qui a été récusé par l'Union européenne, on le bien sait. C'est pourquoi je dis que nous devons, en tant qu'élite, rester vigilants pour ne pas être instrumentalisés comme on l'a été dans le passé. Nous sommes en présence d'une guerre commerciale. Entre les États, d'ailleurs, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. Il y a quelques mois, c'était vraiment la guerre sur Twitter entre les deux ambassadeurs, l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de Chine. Et aujourd'hui, nous payons, nous, les pots cassés de cette guerre, parce que chacun veut reprendre sa mainmise sur... Et chaque président africain, c'est peut-être le mal, chaque président africain a sa position. On dit aujourd'hui, moi je ne mâche pas les mots, que notre président est pro-américain. L'ancien était pro-chinois. Donc cette guerre-là aussi, ça... Tous les business dans le monde... Par rapport aussi à nos chefs d'État qui prennent des positions de fois qui leur sont avantageux, eux, et non la nation. Il faut être clair. Ceux qui gouvernent, c'est d'abord la puissance économique. Où est la puissance économique mondiale aujourd'hui? C'est la Chine. C'est la Chine. La première puissance économique mondiale, c'est la Chine. Mais la Chine se développe, elle s'est développée de manière à scandaliser, je mets entre mots scandaliser, entre guillemets, les valeurs défendues par l'Occident. Droits de l'homme. Des choses comme ça, tout ça. Alors donc,
Alors, parce que l'Occident a vendu un binôme. L'Occident a vendu un binôme en disant, si vous respectez les droits de l'homme, si vous avez la démocratie, alors vous aurez le développement. Oui. Mais ils ont vu un pays, entre guillemets, qui ne respecte pas les droits de l'homme, mais qui s'est développé tellement vite. Aujourd'hui, les fonds les plus importants dans le monde, c'est d'abord la Chine. Les Chinois ont des moyens, et les moyens chinois ne sont pas simplement des moyens qui viennent en Afrique. Les Chinois aujourd'hui ont pratiquement la moitié de l'économie européenne. Les Chinois, les États-Unis sont endettés, mais la plus grande dette des États-Unis, c'est envers la Chine. Envers la Chine. Envers la Chine. Envers la Chine. Donc, ils sont quand même parvenus à garder plusieurs millions de dollars. Okay. Et alors, tout le monde a besoin de ces capitaux, des réserves des Chinois. Tout le monde pense que les Chinois peuvent les aider à développer leur économie. Mais pour le combat en Afrique, l'enjeu est clair. C'est en fonction de ce qui va se passer demain. Transformation énergétique, transformation écologique. Il faut avoir la maîtrise des ressources naturelles en Afrique. Ceux qui auront la maîtrise des ressources naturelles vont avoir la maîtrise de l'économie. C'est une autre colonisation, ça. C'est une forme de colonisation, mais vous devez aussi participer à cela. Aujourd'hui, grâce au développement des technologies, aucune nation n'est en retard. Nous avons la capacité de combler notre retard technologique grâce aux acquis de cette même technologie. Donc l'Afrique doit réfléchir. D'ailleurs, l'Afrique est allée très loin. L'Afrique a commencé maintenant à dire non, nous ne pouvons pas, nous sommes dans le multilatéralisme. Donc aujourd'hui, un seul pays ne peut pas nous imposer nos partenaires. Ils l'ont dit quand ils étaient en Europe, ils l'ont dit quand ils étaient en Turquie. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez des pays qui sont très mal cotés comme la Turquie en Europe peuvent venir ici dans notre pays et signer 6 accords commerciaux importants. Non, les pays, comme disait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Et c'est à notre élite, c'est à nos chefs de définir très bien nos intérêts. Notre intérêt à nous, c'est d'être derrière la Chine aujourd'hui? Non, pas du tout. Notre intérêt à nous, c'est d'augmenter les moyens du Congo à faire le développement de sa population. Où est-ce que le Congo va trouver des investissements? Il nous faut, pour modifier tant soit peu les conditions générales de notre pays, un plan stratégique d'au moins 500 milliards de dollars. Oui, William. J'ai lu un tweet d'un compatriote qui demandait à ce qui est transfert de technologie, comme il y aura des investisseurs turcs, ils amènent leur argent. C'est bien beau, mais lui préférerait un transfert de technologie. Pour qu'on transfère une technologie, oui. C'est quoi d'abord transfert de technologie? Ça signifie que ce sont les compétences techniques sur les process que vous mettez en place. Si par exemple les Turcs qui sont très forts, par exemple dans la construction, voilà, aujourd'hui. S'ils viennent ici pour faire construire, j'ai vu vous construire des immeubles ou construire des magasins, tout ça, il faudrait que quand l'investissement s'est mis en place, que les Congolais soient capables de reproduire ce qu'ils ont vu entre les mains des Turcs. Pour ça, il faut des écoles. Il faut que notre propre population soit préparée à capter les technologies d'ailleurs. D'où l'éducation, d'où l'école. Il faut préparer les jeunes à assumer les défis de demain. Or, les jeunes sont préparés pour assumer l'histoire du passé. Donc, on fait les études comme nos grands-pères l'ont fait, comme nos yayas, etc. On fait les mêmes filières qui ne correspondent à aucun problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Voilà. Nous sommes producteurs du cobalt, premier producteur du cobalt dans le monde. Où est l'école du cobalt? Il n'y en a pas. Du pétrole, voilà. De la forêt. De la forêt. Où est-ce qu'on apprend ces choses-là? Nous avons des ressources naturelles. Il faut que nous ayons une élite capable d'assumer cette continuité. Nous allons terminer par les états généraux de la presse. On peut parler un tout petit peu de nous aussi. C'est parce que c'est par nous que passe aussi l'image de la République démocratique du Congo. Comment d'abord ça s'est passé, cet état général? Tu étais présent? Oui, j'étais présent. Quelques recommandations phares? Écoutez, moi j'étais présent et mon discours est le même avant les états généraux, pendant et après. J'ai toujours dit que notre presse était une presse d'imposture. Wow. Nous sommes des imposteurs parce que, en réalité, nous faisons une activité qui est très bien, qui est belle. Nous avons donné les meilleurs de notre temps en tant que jeunes pour la promotion de cette activité. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette activité?
Vous voyez un magasin où vous mettez des belles chaussures dans la devanture, mais il n'y a rien dans les stocks. Les gens peuvent venir voir, dans ce magasin, on peut acheter des chaussures. S'ils commandent 100, s'ils commandent 200, il n'y a rien. On parvient à rien produire, en fait. Vous comprenez. Donc, oui. En fait, ce que je veux dire, sans nous insulter nous-mêmes, je voulais dire qu'il n'existe pas ce qu'on appelle l'économie de la presse. La presse existe comme une activité de survie, une activité de surface, mais en profondeur, il n'y a pas une économie de la presse. Pourquoi je dis ça? Regardez. Aujourd'hui, si quelqu'un vient dire, écoutez, moi, je voudrais imprimer dans ce pays un journal, un quotidien pour 1 million d'exemplaires. Impossible. Où est-ce qu'il va faire ça? Impossible. Voilà. Aujourd'hui, si quelqu'un dit, écoutez, moi, je voudrais demander à une chaîne de télévision de me faire 50 documentaires par an, ou même 20 documentaires par an, je veux payer ça, mais je veux 20 documentaires dans chaque province d'1 heure, et que je donne 6 mois pour le faire, personne ne le fera. Nous n'avons pas, donc, derrière notre activité scientifique, intellectuelle, un soubassement économique. Nous n'avons pas pourquoi. Parce que, regardez, les journaux qui sont... Non, moi j'ai un journal. Les papiers que nous utilisons sont des papiers qui viennent des Loufou, de l'Angola, c'est des papiers de la contrebande. Il n'y a pas une usine de fabrication de papier dans le pays. Et pourtant, nous avons une forêt. Il n'y a pas une usine. Si quelqu'un produisait des papiers ici, nous ferons des exemplaires. Aujourd'hui, nous avons le journal le plus cher de l'Afrique. Notre journal, il coûte pratiquement $1,50. Dans la sous-région ici, c'est le plus cher. Mais il est produit, alors que vous allez par exemple dans un pays comme l'Ouganda, c'est 50 cents. Mais là-bas, ils ont des imprimeries qui vous font 20 000, 30 000 exemplaires par jour. Donc, une activité économique doit sous-entendre l'activité professionnelle. Il faut qu'il y ait derrière chaque activité professionnelle un fondement économique. Déjà, notre économie est quasiment inexistante. Ce qui manque dans le domaine de la presse, c'est des investissements dans le secteur. Et c'est ce que moi, j'ai quand même essayé de faire pousser comme message aux États généraux, que l'État congolais s'investisse dans la mise en place d'un cadre incitatif pour le développement des médias. Évidemment, il n'y a pas d'aide à la presse. Évidemment, aucun journal, aucune maison de presse n'a accès au crédit. Évidemment, il n'y a pas de garantie pour le crédit. Donc, le statut même de journaliste est un statut volatile. Parce que le journaliste peut quitter son métier, aller ailleurs, revenir. Vous voyez? Donc, parce qu'il n'y a pas d'activité économique puissante, parce qu'il n'y a pas de structures qui soutiennent l'activité, nous sommes donc des survivants, pratiquement. Il faudra très peu pour qu'on disparaisse. D'ailleurs, nous sommes en train de disparaître parce que beaucoup de gens qui n'ont pas fait ce métier sont entrés dans ce métier et on commence à avoir du succès et même à engranger des moyens. Voilà un peu ma vision sur cette presse que j'aime bien, dans laquelle je suis. Et j'espère que ceux qui ont, à part les petites querelles d'ego, hein, qui ne manquent pas, les journalistes adorent bien s'invectiver, mais nous avons un problème de survie. Qu'est-ce que nous allons transmettre aux jeunes gens? Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire si nous ne créons pas d'abord les conditions d'une mutualisation? C'est pour ça que j'ai dit, il faut mutualiser un jour, Perfect, Géopolis, Numérica, nous nous mettons ensemble pour produire un film. Je l'espère en tout cas, voilà. Ça a toujours été mon souhait. Ensemble. TF1 fait des séries, Antenne 2 fait des séries. Voilà, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble en mutualisant nos efforts. Comme on est pauvre individuellement, on sera moins pauvres ensemble. Espérons. Merci vraiment du message. Espérons, parce que moi, je rêverais vraiment un jour de voir une telenovela congolaise produite par Perfect, Géopolis et les autres, mutualisée. Ça a été à la mode à un moment. Hein. On a mutualisé nos forces armées, mutualisons nos maisons de presse pour produire quand même des fois des choses très intéressantes. Nous devons vendre le rêve congolais, ça existe. Hein, nous devons vendre notre pays, l'économie, nous devons vraiment regarder notre propre nombril, voir ce que nous pouvons faire pour notre pays. Merci Willy Kalengai pour le temps, merci pour vous, merci pour votre fidélité. Cliquez, abonnez-vous et vous allez suivre des émissions de haute facture comme ça. C'est rare, mais ça arrive quand même. Bye, à plus.